somebody I would like to live. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Le Repère qui vous présente deux personnes ayant une vision noble avec un esprit très motivé aux différents challenges de la vie. Alors ce soir, je reçois pour vous un coach, un encadreur. Vous allez les reconnaître. Mais d'abord, je vous propose de suivre cette rubrique Le Portrait et on se retrouve tout juste après. Alain Miboulou-Mikini est senior manager consultant en développement du capital humain, conférencier, coach, formateur et conseiller en orientation et insertion professionnelle. Président de l'Association congolaise des professionnels de ressources humaines, ACPRH ainsi. Son expertise de près de 18 ans dans le secteur de l'emploi et de gestion de ressources humaines couvre tous les aspects stratégiques et opérationnels du people management. Son parcours dans le domaine de ressources humaines lui a valu de postes dans différentes entreprises de la place. À ses jours, il a travaillé comme expert RH dans la direction de l'autorité de régulation de la sous-traitance. De 2015 à 2016, directeur de ressources humaines du Pullman Grand Hôtel de Kinshasa avec 430 employés sous sa gérance. Il géra encore en 2013 35 agents en tant que Human Resource and Relocation Manager chez Executive Relocation Africa AJS. À la même année, il a fait l'accompagnement à l'installation de la société et puis RDC à Bunia, Ituri en province. De 2013, directeur de ressources humaines de Congo Interim Agency. De 2012, chef de département ressources humaines chez BGFI Bank. En 2011, responsable de ressources humaines et administration de Congo Forêt SARL. Encore une fois de plus, responsable de ressources humaines chez IMF Hop International RDC. 2006, assistant du directeur général de l'ONEM. Notre invité de ce soir est auteur de plusieurs essais et de l'ouvrage Accompagnement à la carrière pro, orientation et insertion professionnelle. Et bien voilà, il s'agit de Monsieur Alain. Bon, le prénom est un peu kilométrique. De toutes les façons, il va nous les dire lui-même sur ce plateau. Je le réel plaisir de le recevoir. Bonsoir, Monsieur Alain. Bonsoir, madame. Alain Miboulou-Mikini. Miboulou-Mikini, mais voilà, il va nous dire, ça signifie quoi? Ça signifie quoi exactement? C'est en Kikongo, ça signifie retournement de situation. Retournement des situations. Voilà. Vous avez beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Vous êtes coach, je viens de vous présenter tout à l'heure là, vous êtes coach encadreur. Exactement. Avec tous ces parcours que nous venons de citer si haut, quel qualificatif doit-on vous donner? Évidemment, je trouve toujours que le mot coach, même si on nous attache cela, est toujours un peu prétentieux. Je dirais plus accompagnateur, encadreur. Je trouve ça plus sobre, voilà. Et écrivain aussi, ça il ne faut pas oublier. Exactement. J'ai publié des essais, mais particulièrement un livre qui s'appelle Accompagnement à la carrière pro comme professionnel, parce que depuis plusieurs années, je travaille dans différentes entreprises. J'ai travaillé en tant que directeur des ressources humaines ou chef de département RH, tout en abordant les différents aspects de la gestion du capital humain. Ce qui fait que, au regard des constats ou du constat que j'ai eu à faire dans le cadre de mon travail, j'ai pensé que ce document, ce livre serait important. Il était impératif que nous puissions écrire là-dessus. Mais alors, aujourd'hui, le métier coach encadreur, c'est utilisé ou exercé par
beaucoup de jeunes. Alors, je suis en train de me demander qui savoir ou comment reconnaître que celui-ci est un bon coach ou il ne l'est pas. Ben écoutez, ça dépend de chaque domaine. On est encadreur ou on est coach parce qu'on a de la matière à donner, à partager. En ce qui me concerne, j'aime partager cette connaissance, j'aime partager l'expérience que j'ai acquise dans différents domaines. J'aborde différents aspects dans le cadre du coaching, dans le cadre de la formation, en commençant par la gestion du capital humain, formation, recrutement, gestion de carrière, relations avec les employés et autres. Il y a tellement de sujets que j'ai eu à développer et à aborder dans le cadre de la formation. Mais pour revenir essentiellement à votre question, je pense que des fois c'est un peu précoce de prétendre être coach si on n'a pas suffisamment d'input, si on n'a pas suffisamment d'informations à pouvoir partager avec les autres. Et avant de se lancer, je pense qu'il faut être sûr d'avoir mûri la matière dans un domaine donné pour qu'on ne soit pas fragile, qu'on ne soit pas superficiel dans ce qu'on est en train de procurer aux autres. Parce qu'il faut dire que lorsque nous étions à l'école, à l'université, les matières étaient données parce qu'on se disait que ce serait utilisé dans la vie active, dans la vie professionnelle. Même si aujourd'hui on se rend compte qu'on utilise très peu ce qu'on a appris à l'école ou à l'université, mais ça ouvre l'esprit déjà à la base et ça donne une capacité de raisonnement, d'une certaine logique, d'une certaine façon de voir les choses ou de conduire son raisonnement ou conduire les choses. Donc c'est toujours utile d'avoir suffisamment de matière, d'informations avant de prétendre qu'on est coach. Mais aujourd'hui, on voit des adolescents être même des coachs en amour. Alors, on est en train de se poser des questions. On est en train de se perdre là aussi. Ben écoutez, moi, je ne vais pas les contredire. Qui suis-je pour les contredire? Du moment qu'ils estiment qu'ils ont suffisamment d'informations ou d'expérience, ça n'engage que leur personne. Ça ne tient qu'à eux. Moi, je ne suis pas contre cela essentiellement, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas juste paraître. Il ne faut pas faire les choses pour faire joli. Non, mais le problème, c'est qu'il y a-t-il moyen de recadrer toutes ces personnes-là? Évidemment, je pense que le ministère de la formation professionnelle a son importance dans ce cadre. Comme j'ai dit, on peut être dans le formel ou comme dans l'informel, mais il faut effectivement être sûr que ce qu'on est en train d'apporter aux autres va leur servir et qu'on est en train de répondre à un besoin, de donner une réponse à une question. Est-ce qu'il y a une problématique effectivement sur un tel ou tel autre sujet? Et nous, quand on arrive, on essaye de donner des réponses à ce problème-là qui a été posé. C'est ça le rôle du coach. Il encadre, il donne des réponses parce qu'il y a certainement des vides, il y a un gap entre une personne qui a une idée, un projet, et la réalisation ou l'opérationnalisation. Il y a toujours un chemin à faire. Et donc, pendant ce chemin, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage. Et le coaching, la formation est un des éléments de l'apprentissage, constitue même le socle de l'apprentissage. Parce que l'apprenti vient pour apprendre. Et il apprend auprès de qui? Il doit apprendre auprès de quelqu'un qui a suffisamment d'expérience, de connaissances, de maîtrise et même une bonne méthodologie pédagogique. Parce qu'il est une chose que de connaître et il en est une autre que de pouvoir communiquer ce savoir ou cette connaissance. Donc il y a tous ces éléments-là qui entrent en ligne de compte lorsqu'on doit prétendre être un encadreur, un accompagnateur ou un coach. Vous aviez été encadré vous-même par quelqu'un d'autre avant? Bien sûr, tout au long de ma carrière professionnelle, j'ai eu des supérieurs hiérarchiques, j'ai eu des directeurs généraux, j'ai eu des chefs qui m'ont encadré, quelquefois très très durement. Oui, mais c'est des challenges intéressants qu'il faut toujours savoir aborder dans la vie, savoir vivre,
je pense que ça forme, ça prépare. Mais alors, aujourd'hui, les jeunes n'ont pas toujours besoin de conseils. Ça, il faut quand même le souligner. Ils ont plutôt besoin d'une main à tenir, d'une oreille attentive et d'un cœur pour le comprendre. Alors vous, maître, excusez-moi, j'ai toujours l'habitude de recevoir. C'est vrai que des fois on pense que je suis avocat, ça c'est pas nouveau. Vous, qu'est-ce que vous avez à offrir à ces jeunes-là? Mais c'est clair, notre société a justement cette carence-là de modèles, des personnes qui incarnent une certaine valeur. C'est connu de tous. Les personnes respectueuses d'une certaine éthique qui peuvent communiquer les valeurs sont de plus en plus rares, malheureusement. Et je pense que dans ce qu'on est en train de faire, on veut justement montrer sur la face du monde que il est possible d'identifier justement des modèles encore, sans prétention aucune. Mais on veut quand même aider cette jeunesse, aider ses frères, ses sœurs, à comprendre comment est-ce que les choses doivent être faites de manière correcte, de manière excellente, de manière efficace. Mais aujourd'hui, il y a un système qui est instauré aujourd'hui, le système LMD. Oui. Vous savez, ça ne vient pas vous concurrencier, vous, les encadreurs, quelque part? Non, au contraire. Moi-même, j'ai travaillé comme consultant avec la coopération allemande, la GIZ, il y a quelques années. J'ai été pris comme consultant sur justement le coaching ou la formation en technique de recherche d'emploi. J'ai eu à donner animer un atelier à l'université de Lubumbashi, parce qu'à l'époque, la GIZ avait financé ou accompagné financièrement le projet LMD au département de gestion des ressources naturelles. Et donc, j'ai eu à animer un atelier très, très intéressant à Lubumbashi il y a quelques années. Et je l'ai fait également dans un institut supérieur à peu près 35 km de Lissala, dans le nord Ubangi. Et donc, ça s'appelle Mondongo, le territoire. Donc, j'ai été très ravi de découvrir cet environnement encore très vierge, pratiquement dans la forêt équatoriale. Et c'était une expérience justement qui moi-même m'a enrichi. Et donc, le système LMD est un cursus, il était important qu'on puisse implémenter cela. C'était utile parce qu'on se rend compte qu'on était vraiment en déphasage avec certains systèmes de formation académique avec plusieurs pays dans le monde et déjà en Afrique. Sommes-nous prêts vraiment pour recevoir ces systèmes-là? Alors, les outils qui ont été mis en place ou qui sont mis en place, je dois avouer que je ne les maîtrise pas vraiment. Mais entre les formateurs, je dirais en freelance, et les formateurs classiques, professeurs d'université, je pense qu'il faudrait comprendre qu'il doit y avoir une complémentarité. Nous autres, quand nous devenons des formateurs, c'est parce que nous avons acquis de l'expérience sur terrain. Par contre, à l'université, nous sommes vraiment en majeure partie dans la théorie. Malheureusement pour nos universités, mais il faut le dire, nous sommes en majeure partie dans la théorie. Et donc, je pense qu'il est utile d'avoir des personnes qui ont, en plus de la théorie, une expérience pratique dans chaque domaine, et ça crée une certaine complémentarité. Je ne pense qu'il n'y a pas de discordance entre les deux. Bon, je vais vous scanner un peu. Je vous ai déjà scanné. D'accord. Monsieur Alain Miboulou-Mouké, vous êtes un homme pétri des talents, il faut quand même les dire. Ah bon? Mais c'est par rapport à ce que nous avions dit dans notre rubrique portrait. D'accord. Et non seulement ça, vous étiez abbé un jour, je sais pas, un prêtre? Non, même pas. Même pas, mais il est vrai que j'ai étudié chez les jésuites. J'ai étudié au collège Bonsomi en début de mes études aux humanités. Et donc, voilà, je pense que l'Église catholique fait exception en termes de formation avec toutes les écoles catholiques que nous connaissons, et particulièrement les collèges. Donc, j'ai eu la grâce de passer par un collège. Je pense que ça a eu un impact sur mon éducation et sur ma façon d'être. Mais alors, dites-nous, pour réussir dans la vie,
Est-ce qu'il faut nécessairement passer par les écoles humanités et universitaires? Je dirais oui et non. Oui, parce qu'il faut une très très bonne formation de base pour être capable de se défendre dans la société. Si la base n'est pas bonne, le reste, ça va être compliqué à gérer. Mais après, lorsqu'on entre dans la vie active à l'université, on a vu des gens aller à l'université par formalité. Moi-même, lorsque je donne des formations en technique de recherche d'emploi, je pose des fois des questions. J'ai eu à animer un atelier à Little Jewel il y a quelques années. On avait organisé une journée porte ouverte avec quelques sociétés de la place qui étaient venues faire découvrir aux élèves quels sont les métiers qu'on peut identifier dans certaines entreprises. Et donc, c'était une expérience aussi intéressante. On dit toujours qu'il y a justement cette sagesse, parole de sagesse qui dit que Maël est à classe, na Maël est Yabumoto. Il y a des gens qui étaient très bons aux études, aux humanités, premier de classe, deuxième de classe, 80%, 85%, mais qui, lorsqu'ils sont allés à l'université, le niveau a baissé, et lorsqu'ils sont même allés entrer dans la vie active, ils ne se retrouvent pas. Donc, il faut arriver à faire une jonction entre les deux. Faire une jonction entre les deux. Quoi que je dise, il est important, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir de très très bonnes bases. Et au regard des objectifs qu'on se fixe, savoir quelles sont les matières, quels sont les éléments, les outils, les inputs qu'on doit avoir, les armes dont on doit se munir pour arriver jusqu'à destination. Alors, le métier coaching plutôt, ou encadreur intervient exactement quand et où? Après peut-être qu'on ait fini l'université, ou c'est avant? Non, je l'ai dit tout à l'heure, tout dépend de ce qu'on a acquis comme information. Vous savez, l'information... Non, ça c'est pas par rapport à vous, coach, par rapport à nous jeunes qui venons vers vous. Ah oui, pour bénéficier de cet encadrement. De cet encadrement, de cette expérience. Mais là encore, je dis que il vous appartient de savoir ou d'identifier la cible, d'identifier vos objectifs. Qu'est-ce que vous fixez comme objectif dans la vie? À quel niveau vous êtes aujourd'hui? Il y a un gap entre ce que vous êtes aujourd'hui et là où vous voulez arriver. Et donc, lorsque vous avez conscience qu'il y a un gap, vous vous dites, qu'est-ce que je dois avoir comme information, comme attitude, comme comportement pour arriver jusque là où je veux aller. Et donc, c'est en ce moment-là que vous vous dites, ok, je vais me faire encadrer, je vais me faire assister, je vais me faire accompagner par des personnes qui ont suffisamment d'expérience, qui sont passées par des situations du même genre, pour que je sois sûr que là où je vais piétiner, qu'il n'y ait pas une bombe cachée dessous. Donc je dirais que c'est juste que vous devez mettre toutes les chances de votre côté en mettant toutes les personnes capables de vous accompagner avec vous. Qui est M. Alain Miboulou-Mikini? Qui il est exactement? Vous savez, c'est toujours difficile de parler de soi-même. J'ai déjà entendu cette réponse-là. Très difficile de parler de soi-même, mais je suis quelqu'un de très ambitieux, en perpétuelle recherche de connaissances. J'aime lire, j'aime découvrir, je suis un passionné de la découverte, du monde moderne, de la connaissance. Je passe du temps à me former, à m'auto-former. Sur Internet, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir des millions et des millions de livres sur certains sites. Et donc, ce que je fais, j'aime bien aller sur ce genre de site, télécharger, même si des fois, il est difficile de parcourir tous les livres ou tout le bouquin dans son entièreté, mais il y a toujours des domaines ou des aspects clés que je recherche à compléter par rapport à ma connaissance, par rapport à mon bagage de connaissances, que voilà, je passe du temps là-dessus.
Voilà, accompagnement à la carrière pro, orientation et insertion professionnelle, voilà, c'est votre livre, vous avez écrit, voilà. Alors, on va parler de ces livres, orientation et insertion professionnelle. Avez-vous déjà présenté aux jeunes ces livres? Quelle a été la réaction? Oui, le livre n'a pas encore été présenté officiellement, mais j'ai animé quelques séminaires, notamment à l'UPC. J'ai eu la faveur d'avoir bénéficié d'un temps avec un des professeurs à l'UPC qui m'a donné quelques minutes pour pouvoir parler de mon livre. Je l'ai fait au cours d'une conférence organisée par la jeunesse de l'Union africaine il y a quelques mois, mais le livre n'a pas encore officiellement été présenté, mais il est sur Amazon déjà, parce que j'avais en première édition travaillé avec les éditions universitaires européennes qui ont déjà mis ça sur Amazon. On pouvait le chercher et le trouver. Là, il est en réédition localement, mais il sera présenté très très bientôt. Il est déjà en train d'être partagé, il y a de fortes demandes. Là, il ne reste pratiquement plus d'exemplaires, mais on va le faire très très bientôt parce qu'il y avait beaucoup de préalables quand même. Alors, pourquoi avez-vous abordé un tel sujet avec assez de complexe? Mais écoutez, déjà ce livre s'adresse aux demandeurs d'emploi. Ce livre s'adresse à ceux qui travaillent, donc ceux qui sont dans le milieu professionnel. Il s'adresse aux employeurs et en dernier lieu, il s'adresse aux décideurs, au pouvoir public. Chaque catégorie va trouver son compte dans ce petit livre parce que nous faisons une synthèse. Nous n'avons pas la prétention de répondre à toutes les questions, mais nous apportons notre pierre à l'édifice. Nous faisons une synthèse en termes de schéma, d'abord pour les demandeurs d'emploi, pour comprendre que voilà, la recherche d'emploi, c'est un projet. Il doit être considéré comme étant un projet, et un projet, il demande de la planification, il demande des outils pour pouvoir y arriver, des ressources, comme je peux appeler cela. Pour ceux qui travaillent déjà, il y a un comportement à avoir dans le milieu professionnel, il y a des attitudes à adopter. Voilà, pour les employeurs également, il faut arriver à respecter ses obligations, connaître les obligations des uns et des autres et les respecter. Et finalement, pour le pouvoir public, nous faisons une proposition d'un programme d'employabilité dans le pays. Donc, c'est vraiment une partie de tout ce qu'on avait à communiquer. Mais après, justement, c'est là où les ateliers, les séminaires viennent compléter, parce qu'on ne peut pas tout dire dans un livre. Vous mettez à la disposition de jeunes ces livres pendant qu'on est en train de qualifier notre enseignement de piètre qualité? Mais je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu une complémentarité entre ceux qui ont de l'expérience pratique sur le terrain et ceux qui enseignent à l'université. Il y a des professeurs, effectivement, qui sont à la fois actifs, qui ont de l'expérience sur le terrain, sur le plan opérationnel, et qui sont professeurs à l'université, donc qui lient la théorie à la pratique. Mais nous autres, nous ne sommes pas professeurs d'université. Il y a quelques années, nous avions proposé nos services à une université à Lubumbashi, dont je tairai le nom, mais bon, malheureusement, nos propositions n'ont pas trouvé d'issue favorable, mais je pense que un tel livre ou un tel programme de tel sujet, on va leur pesant d'or dans le cursus universitaire. Aujourd'hui, on se rend compte que ceux qui sortent de l'université, vous savez, je suis recruteur, chasseur de tête. C'est triste de constater sur terrain la qualité, la piètre qualité, la qualité médiocre de près de 70-80% des jeunes qui sortent de l'université. Je suis désolé, mais je dois le dire. Et donc ça, ce niveau doit être relevé. Et c'est là où maintenant les formateurs indépendants interviennent pour arriver à compléter, réajuster le tir tant soit peu. Et il faut encore que les personnes intéressées se rendent compte qu'ils ont un gap à combler. On va parler de voyage. Le voyage commence avec vous-même. Paragraphe 20. Tout à fait.
Alors dites-nous un peu plus par rapport Et à là, ça. je parle d'une auto-évaluation. Donc, j'ai dit que pour aller quelque part, il faut savoir qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a. OK? Donc, il faut déjà vous situer vous-même, vous dire, voilà, je recherche du travail pour un poste, je dirais n'importe quoi, de directeur financier, mais aujourd'hui, je viens de sortir de l'université. Il y a un gros décalage entre les deux. Entre ce que vous êtes aujourd'hui comme une personne qui vient de sortir de l'université et devenir directeur financier, il faut du temps, il faut de l'expérience, il faut de la matière dedans. Et donc, qu'est-ce que vous faites pour y arriver? Mais vous devez savoir quelle est votre situation actuelle, quel est votre niveau actuel. Est-ce que vous pensez que les préalables que vous avez, le bagage que vous avez aujourd'hui est une bonne base qui vous prépare à accéder à de telles fonctions? Et c'est une réalité. Aujourd'hui, beaucoup postulent à des fonctions pour lesquelles ils n'ont pas les profils. On voit cela même, je suis désolé, mais dans les institutions de l'État. Les personnes qui occupent des fonctions qui déjà n'ont pas ne savent pas qu'ils ont des devoirs de redevabilité, ils doivent avoir une certaine éthique, ils ont des valeurs à respecter, il y a des principes, il y a des normes, il y a des règles qu'il faut respecter. Déjà, si à la base vous ne comprenez pas, vous n'avez pas cette culture-là, il est très difficile d'arriver quelque part. Il faut déjà se rendre compte qu'on a ou on n'a pas. Voilà. Mais alors, parlez-nous de 10 compétences qu'il faut avoir, que le rechercheur d'emploi cherche auprès de jeunes. Les compétences dépendent évidemment, il y a des compétences qui sont transversales, d'accord, et il y a des compétences qui sont particulières à chaque métier. Quand on a besoin d'un directeur IT, un directeur informatique, il n'a pas les mêmes compétences qu'un responsable de la comptabilité. Donc, il y a des particularités. Mais évidemment, il y a des compétences qui sont transversales, comme j'ai dit, l'équité, l'honnêteté, il y a l'excellence, le souci des résultats, donc dans le cadre de la gestion axée sur les résultats, il y a la ponctualité, il y a la rigueur, il y a la loyauté, il y a tous ces éléments-là qui entrent en ligne de compte de manière transversale quand on est dans le milieu professionnel. Alors dites-nous, devons-nous rester dans les demandes d'emploi ou on doit s'auto-prendre en charge nos jeunes? Déjà, moi, je vois les choses d'une manière très différente. Aujourd'hui, les jeunes qui m'abordent, je leur dis, il ne faut pas continuer dans ce rythme de demande d'emploi. Une demande d'emploi, c'est un courrier, c'est une lettre, c'est une formalité. Il faut aller dans la proposition des solutions. Je n'ai pas besoin d'engager une personne à qui je vais réapprendre des choses. Non. Dans certains métiers, on dit en anglais plug and play, c'est un langage informatique, c'est-à-dire que vous entrez, vous activez le processus directement parce que vous avez un background suffisamment costaud, vous êtes suffisamment aguerri pour faire ce travail. Et donc, le temps que vous allez prendre à apprendre fait perdre de l'argent à l'employeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Et des remises à niveau, alors, il y en a quand même. Oui, ça c'est dans le tas, dans le processus. Évidemment, chaque entreprise a l'obligation légale de former ses employés. Ça, c'est la loi qui le dit. Et donc, il y a une obligation, mais c'est ce qu'on appelle du renforcement de capacité. On renforce quelque chose qui existe déjà. On renforce une base. Mais si déjà la personne n'a pas les bonnes bases pour occuper la fonction, qu'est-ce que vous allez construire dessus? Le mur que vous allez ériger ne va pas tenir. Vous serez en train de façonner des choses qui ne tiendraient pas. Parce que la base n'est pas adaptée au mur que vous allez ériger au-dessus. Si la base est adaptée, c'est bon. Mais si la base n'est pas adaptée, le mur que vous allez ériger ne pourra pas tenir. C'est aussi simple que ça. J'ai une question que je pose toujours à mes invités. Avez-vous un repère?
Oui, j'ai eu des repères dans la vie, j'en ai encore. Mais au niveau national et au niveau international, il y en a tout plein. Mais je me dis qu'il y a toutes ces personnes ont des choses en commun. Je suis resté dans une certaine ligne de conduite qui fait que il y a des personnes que j'apprécie beaucoup qui sont dans l'écriture, que je ne côtoie pas particulièrement, mais j'ai eu l'opportunité de les lire au niveau national comme international. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer des noms ici, mais Si je m'abstiens. Vous avez les droits. Je citerai par exemple l'excellence Didier Moubengi, le ministre honoraire de la coopération internationale Guillaume Manjolo, que je lis souvent. Au niveau international, il y en a beaucoup. Il y a Gandhi que j'ai lu, il y a des récits sur Gandhi, j'ai lu Barack Obama, il y a Michelle Obama. J'ai tout récemment reçu un livre sur Margaret Thatcher que je suis en train de parcourir. Évidemment, je lis la Bible, qui est le livre de référence, le livre par excellence. Voilà, il y a tout plein de bouquins. Et puis après, vous avez des livres qui concernent mon domaine, sur la gestion du capital humain, sur l'entrepreneuriat, sur la rhétorique, les belles lettres, comme nous appelions cela aux humanités. Alors, s'il faut vous prendre comme repère, on doit se référer à quoi exactement? Déjà, un repère ne s'annonce pas. On est un modèle, on est un exemple parce que les gens vous suivent et ils apprécient votre façon d'être, ils apprécient ce que vous avez à donner, extérieurement comme intérieurement. Je ne peux dire que cela. C'est à chacun d'identifier ce qu'il peut recevoir de ma personne. Parlons d'un événement, un grand événement qui s'annonce de la jeunesse, dénommé les sommets. Vous êtes l'un des participants, non, organisateurs. Tout à fait. Je suis participant. Déjà, il y a une collaboration entre la fondation Le Parrain de mon très cher frère Passy Moukoma, qui organise justement en collaboration avec Central Consulting, qui est un cabinet d'accompagnement en termes de formation, en termes de coaching, mais aussi surtout en termes de communication digitale, parce que nous voulons changer la façon de percevoir les choses sur les réseaux sociaux du côté du digital. Et donc, cette collaboration a donné lieu au sommet, qui était, comme je l'ai dit, initialement une vision de la Fondation Le Parrain. C'est le rendez-vous, en tout cas pour le 1er juin, des jeunes entrepreneurs. C'est eux que nous allons mettre en évidence, c'est eux que nous allons mettre en exergue avec leurs projets. Nous sommes maintenant en phase d'analyse de plusieurs projets, près de 500 qu'on a reçus, pour vous dire que les jeunes se sont réveillés sérieusement et on est prêt à les encadrer, à les accompagner pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Donc là, nous faisons appel à tous les partenaires, à toutes les parties prenantes, toutes les personnes intéressées qui peuvent, en tout cas selon leurs capacités, accompagner des projets des jeunes à hauteur de 4 000, 5 000, 10 000 $, parce qu'il y a vraiment des projets porteurs, des projets très intéressants et bancables que nous avons identifiés. Les projets sont essentiellement sur quoi? Dans le domaine agricole. Pour cette première édition, nous nous sommes concentrés sur le domaine de l'agriculture. Après, il y aura évidemment le digital, les hydrocarbures, les mines, il faut en parler. Et donc, on est parti pour plusieurs sommets. Et c'est pour quel résultat? Concrétiser des rêves, réaliser un certain nombre de projets avec ces jeunes, parce que les fonds que nous allons recevoir ne vont pas être octroyés aux individus. Ces fonds vont être gérés par la fondation, donc ça veut dire qu'il y a tout un collectif de personnes
aguerris qui sont en train de travailler, qui vont travailler, compléter l'équipe de chaque entrepreneur. Donc nous serons une base, notre équipe sera une base pour pouvoir accompagner les différentes structures des jeunes. Déjà, on va commencer par créer les entreprises pour ceux qui n'ont pas d'entreprise, et pour cela, nous avons vu l'excellence Yves Boukoulou, le ministre de la Jeunesse, que je salue en passant, qui nous a très bien reçus et qui a promis l'accompagnement de près de 300 projets de création d'entreprises. C'est-à-dire que vous allez donner la chance à tous ceux-là qui sont chômeurs d'avoir un travail. Ce qui est sûr, c'est que créer une entreprise, ça veut dire créer de l'emploi. Parce qu'il y a toujours un besoin de main-d'œuvre. Déjà, le créateur de l'entreprise lui-même, il crée de l'emploi pour lui-même. Donc, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat sans création d'emploi. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Alain Miboulou-Moukini, c'est ça? Miboulou-Moukini. Miboulou-Moukini. Voilà. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci également à tous les fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. Vous venez de suivre M. Alain. Le rendez-vous, c'est pour le 1er juin. Tout Donc, à fait. Pour tous les entrepreneurs, venez. Je crois Le que 1er juin, à l'hôtel du Fleuve. Oui, mais justement, il faut avoir une invitation pour y accéder quand même. Oui, les invitations sont en cours de distribution. Nous avons été très, très sélectifs parce que nous voulons vraiment circonscrire l'événement et les stars du jour, ce seront les jeunes entrepreneurs. D'accord. Fidèles téléspectateurs, arrêtons de nous comparer. Arrêtons de nous victimiser, ça ne sert à rien surtout. Arrêtons de nous sous-estimer. Sachez que vous êtes unique. Unique dans votre domaine, dans vos compétences plutôt, et unique aussi dans votre façon de faire les choses. Alors, dites au monde que vous allez marquer l'histoire. Nous allons marquer l'histoire le 1er juin. Nous allons marquer l'histoire avec M. Alain. M. Alain va également marquer l'histoire à sa manière aussi. Exactement. Merci à Berthe Muganga qui était derrière la caméra. Merci également à BH Bonedi qui a coordonné cette émission. Merci également à Papi Chongo. Je vous retrouve très prochainement, mais d'ici là, restez branchés sur Média Business Télévision. Au revoir. Like anybody, I would like to live.